Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast créé par la société Télescope va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont toutes un point en commun, elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout essayer de comprendre comment ils comptent changer demain. Bonjour David. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce podcast. Donc nous allons commencer de suite. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Avec plaisir. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle David Inkel. Je vis à Bordeaux. Je suis marié. J'ai 6 enfants, 6 garçons qui vont de 20 ans à 6 ans pour mon petit dernier. Et je travaille dans l'immobilier depuis 20 ans. Et chose importante, j'ai 2 vies. Ma première période de ma vie était consacrée au sport. J'étais un ancien athlète de haut niveau et notamment dans le judo. D'accord. D'ailleurs, on va en parler plus en détail de cette double vie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'environnement dans lequel vous avez grandi, votre éducation ? Alors, ce qui m'a amené, c'est le sport, c'est le judo. Je suis né en Bretagne, dans un petit village. J'ai eu une enfance géniale, dans un petit village breton qui s'appelle Plouay, pour moi le plus beau village du monde, comme on dit. Je vivais à la campagne. J'ai passé ma jeunesse à jouer au foot sur les pelouses des copains et à me balader dans les forêts, à faire des cabanes. Enfin, c'était une très belle jeunesse. Et j'ai rencontré mon sport, le judo, assez tôt. Et vers 12-13 ans, j'ai commencé à faire quelques jolies performances dans les compétitions, ce qui m'a amené à déménager à Rennes, puis à Paris, et puis à faire une carrière internationale et à voyager tout autour du monde. Donc c'est très jeune que le judo a pris une place dans votre vie. C'est ce qui vous a amené à déménager. Donc toute votre famille s'est déplacée avec vous. Non, pas ma famille, seulement moi. D'accord. À 15 ans, je voulais faire du judo. On m'a proposé d'aller en sport-études, comme on dit, c'est la filiale d'Accès au haut niveau. Donc j'ai pris mon petit sac et puis je suis parti vivre à Rennes, à l'internat. Vous n'avez pas eu trop peur de partir tout seul comme ça à 15 ans ? Si, hyper angoissé. Ouais. Ouais, bien sûr. Okay. Après, j'avais la chance d'être très très entouré des parents hyper aimants et qui me donnaient confiance en moi, qui m'ont dit quand on a des jolies opportunités dans la vie, faut les saisir, quel que soit le résultat. Ce qui est pas important, c'est pas le résultat qui va compter, c'est l'histoire que tu vas vivre. Okay. Et ils ont eu raison. Ils m'ont un peu donné le petit coup de pouce dans le dos qui m'a fait passer le pas. Et sans regret, je les remercie aujourd'hui. Ah, super. Du coup, vous avez fait des études du coup en parallèle du judo ? Ouais. Je dirais, je vais pas dire que c'est un regret, mais avec du recul, c'est très très difficile de suivre 2 projets de très haut niveau à la fois. Alors j'avais de la chance, j'étais assez aisé pour poursuivre des études, donc j'ai fait des études d'économie parallèlement à mon sport de haut niveau. Mais bizarrement, pendant toute cette période, j'étais moyen au judo. Alors, quand je dis moyen, j'étais sur les podiums des championnats de France, mais je visais pas les titres olympiques ou les titres mondiaux. Donc pendant 4 ans, quand j'étais à Paris, je faisais mes études en parallèle. Et je vais pas dire que j'étais brillant en études, parce que c'est pareil, comme je faisais les 2 à moitié. Et ça m'a apporté un plus, parce que j'ai une reconversion qui a été extrêmement aisée. C'est très très bien passé. Mais un petit point quand même qui me dit que pendant 4 ans, j'ai fait les choses à moitié. Et aujourd'hui, je suis entrepreneur. Et ça ne me vient pas l'idée d'ouvrir 3 boîtes à la fois, quoi. Ouais. Et justement dans... Voilà, quand on a un projet, il faut se mettre à fond. Et je pense que c'est la meilleure façon de le réussir. Une fois que j'avais fini mes études pendant 4 ans, je me suis consacré que à mon sport, 24 sur 24, du matin au soir, 7 jours sur 7. Et bizarrement, c'est là que j'ai eu les meilleurs résultats. Bon. Je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet, mais bon... On se pose la question. Et justement, est-ce que si vous pouviez revenir en arrière, vous repreniez les études ou pas ? J'ai horreur de vivre comme ça. Je regarde jamais... je regarde toujours mon passé avec le sourire. Que ce soit des bonnes expériences ou des mauvaises expériences, ça fait partie de la vie. Et la seule chose que j'essaye de me dire, c'est comment j'utilise ce que j'ai vécu pour améliorer la suite. Donc je vis jamais dans le regret. Et du coup, pour parler de votre carrière en tant que judoka, quel souvenir est-ce que vous avez ? Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter vos championnats, les combats ? Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué ?
Ce qu'on retient, moi, le souvenir que j'ai de cette période, c'est que, c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est ce que je souhaite à mes gamins, c'est ce que je leur dis. Moi, j'ai vécu de ma passion pendant 10 ans. Alors, c'est très, très difficile pour les sportifs parce qu'un jour, ça s'arrête. Ce qui n'est pas le cas pour les chanteurs, les acteurs. On peut continuer à vivre de sa passion pendant des années. Mais en tout cas, moi, j'ai eu la chance, pendant presque 15 ans, de vivre de ma passion. J'ai commencé à travailler, j'avais 30 ans. Avant, je m'entraînais. Donc, c'est se lever le matin avec une énergie absolue, de faire ce qu'on aime, on me dit parfois, tu as fait des sacrifices, et le vrai sacrifice avec du recul, c'est quand ça s'est arrêté. Ouais. Et donc, bien sûr, des jolies médailles, des jolis moments. Après, le sport a ce charme qu'on fait quelque chose de manière individuelle qui irradie les autres. Donc, on procure du bonheur aux autres, alors qu'un sportif, c'est extrêmement égoïste. On ne fait pas ça pour les autres, on le fait pour soi. Mais bon, j'ai vu ma maman pleurer quand j'ai eu des jolies médailles, mon papa tout ému. Enfin voilà, c'est chouette à vivre. Et du coup, vous avez dit que vous avez des enfants. Est-ce qu'il y en a un qui aujourd'hui fait du judo ? Aucun. Ils font pas de judo, ils sont sportifs, mais pas de judo. Alors il y a le petit dernier, il n'a pas commencé. Donc j'ai peut-être un espoir. Ils en ont tous fait un peu, mais ils n'ont pas accroché. Comment est-ce que vous en êtes venu à travailler dans l'immobilier ? Est-ce que vous pouvez nous parler de cette transition ? Ouais, un pur hasard. Je voulais faire les Jeux en 2000. C'est pas moi qui pars, Jamel Bourras, un copain. Je réfléchis, je dis je fais pas les Jeux, j'arrête. Voilà. Donc comme ça, je faisais partie des tout meilleurs, mais je m'étais donné cet objectif. J'y étais pas, c'était ni grave ni... Enfin, c'était comme ça, j'avais tout donné. Par contre... je voulais pas faire les années de trop, je voulais pas continuer à faire je sentais que la flamme que j'avais au fond de moi depuis le début, qui était étincelante, commençait un petit peu à se fatiguer. Donc j'ai dit je vais passer à autre chose. Et donc je me suis retrouvé, et ça a vraiment été une bonne décision, parce que je me suis retrouvé encore avec plein d'énergie, pas du tout émoussé, en disant voilà, qu'est-ce que je fais demain, je suis fatigué ou je suis mentalement un petit peu usé. Pas du tout, j'avais fait une belle carrière, j'avais été au bout du truc, je suis un peu déçu de pas y aller, mais bon, c'est la vie, on apprend à vivre avec ça quand on est sportif. Si on tente pas des trucs, on les réussit pas, et puis on réussit pas tout. Donc, et donc je cherchais qu'est-ce que j'allais faire de mes 10 doigts. J'avais plusieurs propositions, notamment des propositions dans le monde bancaire pour faire de la relation publique. J'avais déjà eu quelques expériences sur des événements sportifs en accueillant les VIP. Et puis j'ai rencontré un autre judoka que je connaissais à peine, qui avait déjà monté une boîte qui faisait de la vente immobilière. Ah d'accord. On a déjeuné ensemble. Il m'expliquait qu'il cherchait quelqu'un pour s'associer et développer sa boîte. Et la phrase qui m'a fait « Ouais, c'est bon, on y va ». Il m'a dit « Je te promets rien, à part qu'on va pas s'ennuyer ». Et moi, ma grosse angoisse, je m'étais éclaté pendant toute ma vie à faire ce que j'aimais, c'était de me retrouver dans un endroit où j'allais me dire c'est pas fun, quoi. Alors, j'ai pas été déçu. On s'est mis à 2 dans un bureau, et puis on a vécu ensemble pendant 16 ans une aventure entrepreneuriale assez exceptionnelle. On a commencé par vendre de l'immobilier, puis comme on en vendait beaucoup, on s'est dit ce serait pas mal de construire et de les vendre. Après, on l'a construit, puis on s'est retrouvé à construire des infrastructures qui nécessitaient des exploitations comme les maisons de retraite ou les écoles. Voilà. Et puis quand je suis parti, on devait avoir 500 collaborateurs à peu près. Ah oui, quand même. Ouais, une super. Ça s'est bien présenté. Une super pour expérience. Et la transition, elle a pris combien de temps ? Enfin, le temps. 2 mois. Ouais même pas. J'arrête de mémoire, c'était au Tournoi de Paris, c'était le 12 février 2000. Le 1er avril 2000, j'avais vendu mes survêtements et j'avais acheté des costumes et c'était parti. Ah oui, d'accord, donc directement. Direct, pas de transition, c'était parti. Du coup, là, vous n'avez pas pu connaître l'ennui, du coup, entre non. Et puis ça a démarré sur les chapeaux de roue. Ouais. Ok, ça marche. Du coup, je voulais vous poser la question un petit peu pour votre vie sportif. Donc pendant des années, vous aviez été un grand sportif, vous avez une carrière. C'était quoi votre quotidien, du coup, quand vous vous levez en tant que judoka ? C'est un quotidien... c'est l'équivalent du monde professionnel. Je pratiquais entre 5 et 7 heures de sport par jour. Donc on se lève le matin, on va faire soit de l'entraînement physique à base de footing ou de séquences sur les pistes d'athlée ou de la musculation. Après on fait une séance
de sol. Après, on va déjeuner, on fait une petite sieste. Après, on fait une grosse séance l'après-midi. Puis après, on reprend sa voiture, on va s'entraîner au club. Donc, je passais ma vie sur les tatamis. Oui, vous respirez du judo. Et puis, il y a des règles. Quand on se repose, on s'entraîne. Quand on dort, on s'entraîne. Quand on mange, on s'entraîne. Enfin, c'est une vie qui est captivante avec des objectifs qui sont assez... on voulait être champion olympique. Enfin, c'est un peu déraisonnable même. Mais c'était ça, tout le temps. Et quand, du coup, vous êtes passé en tant qu'entrepreneur ? C'est ce que je vous ai dit, ça s'est passé un peu comme ça. Quand j'ai rejoint Lionel à l'époque, j'avais j'avais pas changé mon logiciel. On était à une petite SARL à 2 plus Karine qui était également associée. On était 3. Et l'ambition, c'était de rentrer au CAC 40, quoi. Enfin, on était totalement déraisonnable avec un culot absolu et puis bosser 18 heures par jour. Et au final, ce culot, il a payé. Bien sûr, ouais, bien sûr. Moi, ça a très bien marché. Donc, au niveau de votre parcours professionnel, donc qui est quand même assez riche, est-ce que vous pouvez donc vous nous avez raconté les débuts. Comment est-ce que vous avez trouvé vos marques quand vous avez fait cette transition ? Parce que vous êtes passé d'une vie de sportif finalement à une vie d'entrepreneur où tout allait très vite, puisque vous aviez après eu 500 collaborateurs, donc j'imagine que vous avez dû... Ça a mis 15 ans quand même. Ça a mis 15 ans pour arriver à ça. Oui, mais ça a été très vite. Comment j'ai trouvé mes marques j'ai pas senti... je me suis impliqué autant dans les 2 projets. J'ai pas senti de grosses différences, sachant que quand même, tout ce que j'avais appris sur les tatamis m'a énormément servi. J'ai eu la chance après de faire des formations. J'ai fait un MBA HEC il y a 2-3 ans. Mais ce que je retiens dans toutes les formations que j'ai eues, c'est que ma formation que j'ai eue sur les tatamis, j'appelle ça Tatami Sup, ça a été la formation qui m'a donné le plus d'agilité, le plus d'analyse de la situation, le plus de confiance en moi, le plus qui permettait de pouvoir débouler sur le marché du travail classique, entre guillemets, avec des armes qui étaient déjà très importantes. Et d'ailleurs, dans ma nouvelle boîte, je recrute beaucoup de sportifs de haut niveau, même qui n'ont pas de formation. On leur dit, c'est pas grave, tu as tellement appris là pendant 10 ans, on va te donner, on va te donner des compétences qui sont assez faciles. Utiliser un tableur Excel et comprendre comment ça marche, ça le fait. Par contre, tout ce que tu as vécu pendant 10 ans, avant de pouvoir avoir cette expérience, des fois on l'a jamais. Est-ce que vous m'avez dit que vous avez rencontré l'immobilier par hasard? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez développé une passion pour ce secteur, ou c'est toujours un secteur dans lequel vous travaillez, qui vous plaît, mais qui n'est pas une passion comme le judo l'a été pour vous? Non, là aujourd'hui je suis passionné par ce que je fais. J'ai fait mon premier parcours professionnel que je vous ai présenté, avec vraiment de construire et puis après exploiter. J'ai eu l'occasion de faire ce qu'on appelle un exit, donc de tout vendre mes participations et de me retrouver à un moment de ma vie, j'avais 45 ans, à me poser la question de qu'est-ce que je veux faire. Et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai rappelé des copains judokas et une copine, et on a monté une boîte pour changer les usages de l'habitation, parce que c'est un sujet qui nous passionne. Et donc depuis 4 ans, là aujourd'hui, je suis le président d'Harvey, et mon quotidien est de faire plus beau, plus utile, plus écologique, plus social, plus solidaire, plus tout, sur nos projets, avec des fondamentaux qui sont toujours le sous-jacent immobilier. Donc c'est une sorte de renaissance en fait. Ouais, je m'éclate. Ouais, vous aimez ça. Et du coup, c'est la Harvey Family. Ouais, la Harvey Family, ouais. Donc est-ce que vous pouvez, moi je le sais, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer l'origine du nom? Oui, je peux quand on a créé la boîte avec les 3 copains, on était en train de mater la série Suit et on voulait faire de l'immobilier qui avait la classe, mais qui faisait un peu de pro bono et qui faisait bien les choses. Et on était grands fans de Harvey Specter et on s'est dit, on va l'appeler la Harvey Family. Ouais, c'est un très beau nom et un très beau personnage et une très belle série. Du coup, la Harvey Family, est-ce que vous pouvez nous présenter la Harvey Family? Ouais, alors on travaille sur l'immobilier à 360, donc on est essentiellement, de notre point de vue, des exploitants. Mais pour pouvoir exploiter des lieux, il faut les construire et les concevoir. Donc on a une branche de promotion, il faut les vendre, donc on a des structures d'investissement. Et puis on investit beaucoup dans la tech. Notre
vision est la suivante. Tout ce qui est arrivé avec la crise sanitaire l'a confirmé. Aujourd'hui, aller sur une agglomération et construire 4 murs et un toit, ça ne suffit pas. Il faut apporter de l'intelligence sur la zone d'implantation. Il faut que les gens qui sont de plus en plus exigeants vivent une expérience différente que de simplement dormir. Et donc, on crée ce qu'on appelle des tiers-lieux, où dans ces tiers-lieux, vous pouvez vivre une expérience d'habitation qui va au-delà d'avoir un simple toit au-dessus de vous. Ah, super, voilà. C'est très intéressant. Donc vous avez cofondé cette entreprise avec des anciens judokas. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment s'est passée la création de la Harvey Family? Comment est-ce que vous, ensemble, vous avez travaillé en équipe pour pouvoir monter ce projet? Alors, c'était, je dirais, j'étais un peu le catalyseur du projet. Et je me suis attelé à trouver des personnes extrêmement complémentaires et avec la même maturité dans la vision du projet. On est tous à la 2e ou 3e expérience professionnelle. Et là, aujourd'hui, simplement monter une société pour faire une société avec des enjeux économiques, c'est pas du tout ce qu'on souhaitait faire. Et donc, dans l'équipe, vous avez Romaric, qui a travaillé pendant près de 15 ans en tant qu'entrepreneur, qui lui distribuait de l'immobilier à des particuliers. D'accord. Vous avez Myriam, qui, elle, distribuait de l'immobilier par l'intermédiaire de grands réseaux de distribution, que ce soit des réseaux de distribution bancaire ou de conseillers en gestion de patrimoine. Et puis, on a David Douillet, qui, lui, a un parcours, que ce soit en termes de sportif, il était double champion olympique, et professionnel politique, et il a été 2 fois ministre de mémoire, qui lui se charge de tout le développement pour trouver des zones d'implantation qui sont ravis de nous accueillir. D'accord, donc voilà. c'est tes profils un peu de partout, et qui au final vous aviez la même passion auparavant, le judo. Ouais. Et du coup... Myriam n'est pas judokate. Sauf Myriam. On essaye de j'ai quelques photos, on essaye de faire quelques initiations, mais... Elle veut pas. Non. Et du coup, tout à l'heure, vous aviez mentionné la crise sanitaire. Comment est-ce que la Harvey Family... Déjà, si vous aviez été beaucoup impacté, comment est-ce que vous avez surmonté les difficultés, s'il y en a eu, ou est-ce que vous aviez, au contraire, trouvé des opportunités durant la crise? Nous, on a trouvé des opportunités. J'ai eu l'impression comme quand j'étais sportif, quand vous avez une carrière de sportif, des fois vous vous blessez. Vous êtes en pleine bourre, préparez des compétitions, enfin tous les jours ça avance, et un jour, bing, vous pétez. Et le lendemain, il y a tout qui s'est arrêté. Et tout est chamboulé, les projets, enfin tout est complètement chamboulé. Et il y a 2 types de gestion de la blessure. Il y a celui qui attend que ça se remette en place et puis qui revient. Et puis il y a celui qui est blessé à l'épaule droite et qui renforce son épaule gauche, son bas du corps, qui fait des abdos toute la journée et qui revient encore plus fort. Et quand la crise est arrivée, on s'est tous trouvés à la maison et on a pris la 2e option. On a passé 7 heures par jour en visio avec toutes les équipes à réfléchir, à faire avancer les dossiers, coûte que coûte, à trouver des solutions. Et ça nous a permis de bien peaufiner, que ce soit en tech, notre proposition de valeur, que ce soit en notre concept, que ce soit en contenu. Enfin, tout ça nous a rendu beaucoup plus forts. Et quand les robinets se sont ouverts, on a eu un phénomène d'accélération qui a été gigantesque. Okay. Et enfin, gigantesque, c'était relatif, mais on a eu un gros... voilà. Pour nous, c'était belle... intense. Et par contre, il a fallu... serrer les dents, ça n'a pas été une période facile, évidemment, mais on l'a géré comme on l'avait géré auparavant dans notre carrière, en se disant, de toute manière, c'est pareil pour tout le monde. Maintenant, il y a ceux qui vont s'en sortir et qui vont trouver des solutions, puis il y a ceux qui ne vont pas s'en sortir parce qu'ils ne vont pas trouver des solutions. Et pour trouver des solutions, faut bosser et réfléchir. Voilà. Et selon vous, du coup, qu'est-ce qui vous a tenu durant cette crise et qui vous a motivé quotidiennement justement pour vous le relever comme vous l'avez fait? Alors, c'est l'âme de la boîte. Les 4 cofondateurs, on adore ce qu'on fait.
On est persuadé que ce qu'on fait apporte une vraie utilité, un plus. Et cette motivation, ça se nourrit, ça apporte de l'énergie d'être convaincu de faire des choses chouettes. Voilà. Et est-ce que vous en avez tiré des leçons du coup ? Enfin, quelles leçons en avez-vous retiré de cette crise et de cette blessure ? Les leçons sont... Ouais, les leçons, c'est toujours... Je le répète à tout le temps, moi, c'est... Quand tout va bien, il ne faut pas être trop euphorique. Et quand tout va mal, il ne faut pas être trop pessimiste. Il faut essayer d'avoir un encéphalogramme plat de concentration qui fait que y a des aléas qui sont positifs ou négatifs. Et avec ça, il faut faire avec. Et le salut vient du fait de la concentration et du travail. Très bien. Du coup, on va parler du secteur de l'immobilier un peu plus en général. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision de l'immobilier en France aujourd'hui, selon vous ? On a toujours quand même cette problématique d'offre et de demande. Depuis que je fais de l'immobilier, je crois qu'il faut construire 500 000 logements par an. Et je crois qu'on en construit max 400 000. Donc la mécanique s'amplifie. On est sur des modalités qui sont parfois, de mon point de vue, un peu trop réglementaires. Et donc, ça pourrait être intéressant d'ouvrir un peu l'échange entre les promoteurs et les élus, alors qu'il y ait un cadre, mais que le cadre puisse être un peu plus assoupli pour pouvoir mieux construire. Parce que quand il y a une réglementation, elle est comme ça. Et puis tout le monde fait excès de contraintes. Et puis des fois, avec un peu plus de subtilité, on pourrait l'aménager pour que ce soit mieux. Après, je trouve qu'en ce moment, on vit une période qui est extrêmement enrichissante. Les façons de manger, dormir, travailler, vivre ensemble, tout ça est complètement modifié. Et donc, ça veut dire que à nous qui concevons des projets, de s'adapter et de très focus sur la volonté des gens et comment User First, qui sont très présents dans toutes les boîtes tech, faut le mettre dans l'ancien monde aussi en disant voilà, qu'est-ce que veut la personne, qu'est-ce que je peux lui apporter de plus que l'effet waouh qu'il n'a pas prévu et que je peux lui envoyer. Et justement, l'arrivée familier, est-ce que vous cherchez cet effet waouh partout, pour vos clients ? Partout. Là, c'est dans le moindre détail. On passe des heures et des heures à concevoir les projets. C'est-à-dire que entre ce que nous propose l'archi au début et puis ce qu'on dépose en PC, et il se passe des dizaines de réunions qui fait que le programme s'améliore tout le temps. On est très concentré pour que dans le moindre détail, que ce soit l'aspect visuel quand on arrive, ou l'aspect environnemental, l'aspect de vie, où on commence par la cellule de vie. C'est-à-dire qu'on ne crée pas la boîte et après on met les appartes. On commence par l'appartement en disant voilà, comment on voudrait vivre avec une telle surface. Et une fois que l'appartement est conçu, on crée la boîte autour et pas l'inverse pour ne pas avoir de modifications. Enfin voilà, on a vu des choses pas très sensées parfois. Et donc, il y a des gens qui vivent dedans et il faut être concentré pour qu'ils aient le sourire tous les jours, un peu grâce à nous. Voilà. Comment est-ce que vous trouvez l'inspiration pour justement pouvoir construire un lieu de vie qui puisse offrir la meilleure expérience possible à vos clients ? Alors, comment on trouve l'inspiration ? Déjà, on travaille avec des gens de très grande qualité. Aujourd'hui, je pense qu'on travaille avec toutes les meilleures équipes d'archi que propose le territoire. Et donc, faut leur faire confiance un peu et leur laisser... une certaine ou un certain degré de latitude pour la création, ils savent mieux faire que nous, et les accompagner pour bien qu'ils comprennent notre cahier des charges, que ce soit sur l'infrastructure, mais aussi sur la décoration, où pareil, on travaille à ce qui se fait de mieux en termes de prestataires. Très bien. Du coup, pour revenir un peu plus sur vous, donc vous êtes un serial entrepreneur. Vous avez créé plusieurs entreprises. Oui. C'est ça. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler plus en détail de ce statut, justement ? Comment est-ce que vous êtes arrivé à créer plusieurs entreprises et à acquérir ce statut de serial entrepreneur ? Ça a été assez bizarre parce que ma transition... je me suis mis sur le marché du travail, je me suis associé directement et de fait, je me suis retrouvé entrepreneur. Et ça s'est fait un peu naturellement. Je
je pense que ça s'est fait parce que je suis un peu sauvage et que j'aime pas trop qu'on me cadre trop. Et donc je trouvais que j'avais une certaine liberté dans mon emploi du temps, dans ma façon de gérer le développement. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est créer. Et donc il y a une grande liberté. Pour moi, entrepreneur, c'est prévoir quelque chose qui va pas arriver. Les pitchs et les BP, c'est jamais ça la vraie vie. Et notre boulot, c'est de pallier et trouver des solutions à tous les problèmes qui se proposent devant nous, ou de réfléchir à des solutions qui n'ont pas été déjà inventées, s'inspirer. C'est hyper enrichissant. Ça permet d'être toujours dans un schéma d'amélioration, de réflexion, et ça, moi, j'adore ça. Imaginons que demain, un jeune qui veut devenir entrepreneur vienne vers vous et vous demande des conseils. Qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil pour... Le vrai bon conseil que je dirais, crée ta boîte. Voilà, tu l'immatricules, et puis à partir de là, tout ce que tu vas avoir pensé avant, ça va pas se produire, ou un peu, mais pas forcément, et qu'à partir du moment où tu vas devoir trouver des fonds, payer tes salariés, etc., tu vas passer tes journées à trouver des solutions, et bizarrement, on en trouve. D'accord. Voilà, quand je vois mon parcours, j'ai commencé par vendre de l'immobilier. J'ai commencé à en construire, mais au début je voulais construire que du résidentiel. Puis un jour il y a une maison de retraite qui a acheté, c'était une opération de marchand de biens, donc je dis ça m'intéresse, on va faire une opération achat-revente, sauf que en même temps j'achète le fonds de commerce, donc je me retrouve exploitant, donc je trouve ça sympa, j'en achète un deuxième, et puis après je vends ça, et puis en même temps j'avais acheté une franchise en école parce que je voulais un foncier, c'était pas du tout prévu, et puis ce métier me plaît, et puis etc. C'est à un moment donné, la vie vous amène dans des méandres qui sont pas du tout, vous êtes en incapacité de prévoir. Oui. Voilà. Et tout va très vite tout va très vite, et puis c'est un peu le vent, les opportunités, le marché qui vous amène à droite, à gauche, et puis à vous de les saisir. Et donc si vous n'êtes pas en position de les saisir parce que vous réfléchissez à quand est-ce que vous allez ouvrir votre boîte, que le train il est passé, et puis voilà. Donc ce serait saisir les opportunités. Y aller. Moi je dis, vous plongez dans la piscine, et puis après, voilà. À un moment donné, il faut y aller, et puis une fois que tu es dedans, il faut nager. Hein. Voilà. Oui, parce que sinon ce serait un peu... Voilà. Donc la devise de la Harvey Family, c'est l'immobilier enchanté. Oui. C'est ça ? Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez choisi cette devise-là, justement ? Ouais, c'est un petit clin d'œil. Enchanté. Nous, le enchanté, c'est enchanté de faire votre connaissance. On est très sur l'humain. J'ai une petite anecdote sur ce sujet. Je dis à tous mes collaborateurs, il faut concevoir, gérer nos projets comme si un jour on allait y vivre. C'est comme ça qu'on doit se travailler quotidiennement. Et cet été, je vais visiter plusieurs chantiers à ma maman, et elle passe devant un immeuble et elle me dit, mais je veux vivre là, dans un de mes projets. Et donc maintenant, je dis, voilà, il faut concevoir nos immeubles comme si votre maman allait y vivre. Donc, ce qui est plus important, que nous. Et donc, le enchanté, il est sur la personne. Il faut que tous les collaborateurs Harvey soient au service de nos résidents, nos investisseurs, nos collaborateurs. Voilà. D'accord, c'est super. Est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type dans votre quotidien ? Donc du coup, en tant que dirigeant de la Harvey Family, comment est-ce que vous gérez vos équipes, vos projets, vos objectifs ? Alors, je suis pas le bon exemple parce que moi, je m'occupe... je vais vous donner ma journée type. Moi, j'ai une journée type assez sympa. Je suis président, donc je m'occupe du développement. Je rencontre les maires, je vais visiter des fonciers, je fais les inaugurations, je fais des podcasts. Voilà. Et derrière, j'ai une très très grosse équipe qui exécute. Qui exécute, en qui j'ai entièrement confiance. Donc j'ai mon directeur général avec qui je suis en continu, en contact, avec qui on échange beaucoup, qui lui fait en sorte que la musique tourne, et moi j'essaye de lui apporter de l'eau au moulin, notamment avec David. Je travaille beaucoup avec David sur les sujets de développement. Et comment est-ce que vous travaillez avec David ou les autres collaborateurs ? Est-ce qu'il y a des moments où vous êtes en désaccord ? Comment est-ce que vous faites justement pour trouver le projet sur lequel vous êtes d'accord ? Comment vous travaillez ensemble ? Alors,
Oui, on est souvent en désaccord, et je dirais tant mieux. Dans toutes mes expériences professionnelles, donc ça fait 20 ans maintenant, un peu plus, les seules fois où j'ai été super d'accord en 2 minutes avec tous mes associés pour un projet, c'était une connerie, mais monumentale, parce qu'on a été trop vite et on n'a pas ah ouais, c'est super, le dossier il est génial, ping, on y va, et on n'a pas passé assez de temps à étudier. Donc ouais, j'aime beaucoup le désaccord. J'aime beaucoup que les gens puissent s'exprimer, et ça va du stagiaire qui vient d'arriver au président. Enfin voilà, tout le monde a porte ouverte pour nous donner son avis. Et à partir de là, on a tous des prismes différents. Et quand plusieurs prismes ont survolé un dossier, les angles morts sont moins, sont plus couverts en tout cas, sont moins présents. Et donc oui, parfois on est en désaccord. Et faut l'accepter. Et puis on n'a pas toujours raison dans la vie. Et puis ce qui compte, c'est que tout ça se fasse avec bienveillance et puis écoute. Voilà. Du coup, on va se tourner un peu plus vers le futur aujourd'hui, puisque notre podcast s'intitule Avenir. Déjà, premièrement, avant ça, est-ce que vous pouvez nous parler d'un projet personnel ou professionnel que vous avez réalisé et dont vous êtes aujourd'hui le plus fier ? Alors oui. On a monté un fonds de dotation avec Harvey. Dans ce fonds de dotation, on a monté un système d'impôt solidaire Harvey, où sur chaque opération, on arrive à collecter à peu près un 0,5% du montant de l'opération, puis nous, on prend un 0,5% de la marge de l'opération qu'on reverse dans ce fonds de dotation. Et avec ce fonds de dotation, on aide les sportifs de haut niveau de tout le territoire. Et donc, soit on leur donne des accès prioritaires à nos opérations pour qu'ils puissent se loger dignement et sans contrainte administrative. Les sportifs sont des saltimbanques sans fiche de paye et parfois sans caution des parents. Et donc, dès qu'ils déposent un dossier pour être locataire, ils sont toujours les derniers de la pile. Donc nous, on demande une simple caution morale de l'association et on les prend sans regarder les dossiers. On finance des athlètes pendant leur carrière et on fait de la reconversion de ces athlètes pour qu'ils deviennent des collaborateurs Harvey. C'est super. Ouais, c'est super, et on a vécu une histoire incroyable. Oui. On a accompagné l'année dernière Axel Clerget, qui a participé aux Jeux Olympiques. Axel a eu une année extrêmement difficile, il était blessé. Un mois avant les Jeux, il était encore blessé. Il va aux Jeux, la compétition individuelle se passe très mal, il perd au premier tour, très très difficile pour lui. Et 2 jours après, il nous sort un championnat totalement incroyable par équipe, en battant coup sur coup le champion du monde, voilà, et on finit champion olympique par équipe à Tokyo. On a fait une fête incroyable à Bordeaux. Enfin voilà, donc je suis très fier de ça. J'ai passé un moment incroyable et d'avoir un petit peu contribué au truc. Oui. Voilà. Mais bien sûr. J'en tire une petite fierté. Et il y a de quoi. Voilà. Mais du coup, on le fait sur plein d'athlètes. Enfin voilà, on est content. Mais c'est génial puisque au final, vous avez vécu pendant de longues années une vie d'ancien champion de judo. Vous êtes ensuite passé dans l'immobilier, vous êtes entrepreneur et aujourd'hui vous avez réussi à allier tout ça. Ouais, on a créé un système et c'est vraiment qui fait partie de l'ADN de la société, qui fait que grosso modo, plus on donne, plus on reçoit de dossiers et plus on reçoit de dossiers, plus on donne. Donc c'est un modèle où tout est imbriqué, et ça se démêle pas. Donc si David Inkel demain il est plus là, faudra continuer parce que ça fera partie de l'Harvey Family et ça fonctionne bien. Donc on fait des choses qui sont utiles, jolies, puis en plus un peu solidaires, donc c'est classe. Donc vous nous avez parlé du projet dont vous êtes le plus fier d'avoir réalisé. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un projet personnel ou professionnel que vous souhaiteriez réaliser dans les années à venir, à court ou long ou moyen terme ? J'en ai un qui est tombé hier, mais je ne vais pas le dire. Voilà. Non, après, non, là, les projets, enfin, je ne vais pas parler d'un projet. Là, c'est le projet en lui-même, c'est Harvey. C'est sûrement ma dernière expérience professionnelle, mais c'est une boîte. Quand j'ai monté les premières boîtes, je l'ai montée dans un schéma en disant un jour je vais la vendre, un jour je vais partir. Voilà. Et là, on s'éclate tellement. Et le sujet, les projets sont tous plus beaux les uns que les autres. Le concept s'améliore à chaque fois. Il y a vraiment quelque chose qu'on est en train
À chaque fois, il y a une amélioration du jus de cerveau qui permet d'inventer de nouvelles choses. Et c'est terriblement excitant. Donc, si ça pouvait durer quelques années, ce serait top, quoi. Ça marche. Du coup, ce sera ma dernière question, puisque notre podcast qui s'intitule Avenir, on se demande donc quelle est votre vision de l'avenir, donc sur le monde qui nous entoure, sur l'immobilier de demain et sur l'entrepreneuriat en général. Alors, sur l'immobilier, je pense que demain, sur l'immobilier, tout va changer. Les usages de consommation seront plus importants que les usages de propriété. On a toute une nouvelle génération, moi qui m'inspire. J'ai beaucoup de leçons à prendre avec les gens entre 25 et 35 ans qui ont été formatés différemment de mon modèle éducatif et que je trouve plus intelligent en termes de comportement. Donc je pense que les usages, les rencontres, la façon de consommer, les bureaux, tout va changer. Et donc on va voir des inventions, des schémas de vie qui vont nous surprendre tous les jours, et ça va être passionnant. Et justement, avec aussi le digital qui s'installe petit à petit dans l'immobilier, est-ce que vous pensez que demain, le métier, par exemple, d'agent immobilier ou toute profession immobilière va changer justement avec cette digitalisation ? Ouais, tout change, mais on a beau... à la fin, quand même, l'intelligence de l'être humain, elle est présente quelque part. Donc, et vous parliez d'entrepreneuriat. Pour moi, un entrepreneur, c'est de réfléchir à. Et donc, après, en fonction des moyens techniques qui sont mis à disposition, on réfléchit différemment. Mais la technique sera toujours utilisée pour pouvoir améliorer, et il y aura quelqu'un qui va inventer des choses continuellement pour pouvoir utiliser ces sujets. Et oui, tout va changer. Après, je pense qu'il y aura toujours des pilotes qui feront que les changements seront plus ou moins réussis. Voilà. Écoutez, c'était ma dernière question. Je vous remercie d'avoir participé à ce podcast. C'était très intéressant et on vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cet épisode d'Avenir, le podcast créé par la société Télescope, une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez donc pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez toutes les informations concernant notre invité directement sur le blog de Télescope. Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast@telescope.com.